le monde. On va voir aujourd'hui le premier cours en hématologie, qui est l'hématimétrie. Mais on va commencer avec une petite introduction sur l'hématologie. C'est quoi l'hématopoïèse? Ensuite, on va aborder l'hématimétrie et les différentes autres méthodes d'exploration. C'est quoi l'hématologie? C'est une discipline qui permet l'étude du sang. On va voir c'est quoi le sang dans cette présentation en détail. Et elle permet également l'étude des maladies du sang, ce qu'on appelle les hémopathies. On va les détailler donc une par une dans les prochaines présentations. Mais schématiquement, on a les hémopathies bénignes, soit les anémies, les troubles de l'hémostase, donc dans les anémies soit carence, ciel ou hémolytique, et troubles de l'hémostase, c'est soit troubles de l'hémostase primaire, par exemple PTI, ou bien trouble de la coagulation, c'est l'hémophilie. PTI, c'est purpura thrombopénique immunologique. Les hémopathies malignes, c'est quand le point de départ il est médulaire, donc central, donc on parle de leucémie. Ce soit aigu quand ça touche les cellules les plus immatures et chronique quand ça touche les cellules matures. Quand le point de départ il est périphérique, donc des organes lymphoïdes secondaires comme les ganglions, donc on parle de lymphome de Hodgkin et lymphome non Hodgkinien. Et on a les dysglobulinémies qui est myélomultiple et la maladie de Waldenström. Le sang. C'est quoi le sang? Le sang, c'est un tissu qui est particulier parce qu'il est liquide. Tous les tissus sont solides, mais le sang, c'est un tissu qui est liquide. Il est constitué de deux parties. Il y a la partie liquide qui est le plasma, et il y a la partie solide qui représente, donc qui est constituée des éléments figurés du sang. On va voir élément par élément. Pour le plasma, donc on a 90% d'eau et il y a les protéines qui sont l'albumine, les immunoglobulines, les protéines de la coagulation et les électrolytes. J'ai bien dit les protéines de la coagulation. On va voir pourquoi j'insiste sur ça. Le rôle du plasma, c'est la nutrition, c'est le maintien de la pression osmotique par les protéines et les différents électrolytes, et défense immunitaire par les immunoglobulines, surtout hémorales, et l'hémostase par les protéines de la coagulation. Pour la partie solide, qui est les éléments figurés du sang, on a trois éléments figurés du sang, trois groupes. Il y a le groupe des globules rouges, on a les globules blancs et on a les plaquettes. Les globules rouges, ou autrement, donc on peut dire globules rouges, érythrocytes ou bien hématies. Leur rôle, c'est grâce à l'hémoglobine, ils permettent le transport de l'oxygène du poumon vers les différents tissus et ramener du CO2, différents tissus vers le poumon. C'est transport de l'oxygène et du CO2. Les plaquettes permettent donc interviennent dans l'hémostase primaire et les globules blancs ou bien les leucocytes, donc ils interviennent dans la défense contre les infections. Donc, on a trois types de globules blancs ou leucocytes. On a les polynucléaires, on a les lymphocytes et on a les monocytes. Donc, les polynucléaires et les monocytes interviennent dans l'immunité non spécifique. Et les lymphocytes, que ce soit B ou T, dans l'immunité spécifique. T, médiation, l'immunité cellulaire, et B dans l'immunité humorale. Voilà. Dans les polynucléaires, on a trois types. Donc, les polynucléaires neutrophiles, les granulations sont neutrophiles. Ou bien, les granulations à l'intérieur des globules de ces polynucléaires sont eosinophiles, donc on parle de polynucléaires eosinophiles, ou bien polynucléaires basophiles. Polynucléaires neutrophiles, c'est l'immunité cellulaire, donc c'est pour ça en cas d'infection, réaction inflammatoire, on a une augmentation de ces polynucléaires. Donc c'est première barrière. Deuxième, c'est le polynucléaire eosinophile intervient essentiellement dans la défense contre les parasites.
et les basophiles dans les réactions allergiques par la sécrétion de médiateurs, essentiellement les stamines. Donc, au total, on a 5, les polynucléaires neutrophiles, eosinophiles et polynucléaires basophiles. 3. On a les monocytes et on a les lymphocytes. Voilà. Donc, si on ramène un sang donc, dans un échantillon avec un anticoagulant, d'accord, pour garder les protéines de la coagulation, pour qu'il n'y ait pas une coagulation, une consommation des protéines de la coagulation. Donc, on pratique une centrifugation, pour permettre la sédimentation par le point moléculaire. Donc, il y aura une couche rouge en bas et une couche jaune vers le haut. Cette couche jaune, c'est le plasma. Et la couche rouge, c'est les globules rouges, oculoglobulaires. Entre les deux, c'est une petite couche la couche leucoplaquettaire qui est constituée de globules blancs et de plaquettes. Et cette couche de globules rouges et la couche jaune, c'est le plasma qui est constitué d'eau et de protéines, qui constitue 54% du volume total. Et le volume occupé par les globules rouges est représenté donc ça, c'est la quantité c'est le volume que occupe le globule rouge, qui est à 45%. On appelle ça l'hématocrite. Donc l'hématocrite, c'est le volume que occupent les globules rouges dans le sang. Donc, voilà. Et cette petite couche, elle est infime donc de 0,7%. Donc, on peut dire que le volume sanguin total, il est égal au volume plasmatique plus le volume globulaire. Voilà. Et en pourcentage, ça représente l'hématocrite. D'accord? En pourcentage, donc le volume en pourcentage des globules rouges représente l'hématocrite. On va voir après le rôle de l'hématocrite. Comment on va l'interpréter dans l'hématométrie. Donc, récapitulons, donc le sang total, il est constitué de plasma et des éléments figurés du sang. Le plasma, c'est 55% et 45% des éléments figurés. C'est les éléments figurés du sang. On a dit que la couche leucoplaquettaire, elle est de 0,7%, donc on peut négliger ce pourcentage. Donc, le plasma, 55%, donc on a 90%, c'est de l'eau. Le reste, c'est des protéines et les solutés, les électrolytes, etc. Les éléments figurés du sang, on a dit qu'il y a 5. Il y a les polynucléaires neutrophiles, il y a 3 groupes, les plaquettes aux thrombocytes, les leucocytes aux globules blancs, les érythrocytes, globules rouges ou bien hématies. Les globules blancs, on a 5 constituants qui sont les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires eosinophiles, les polynucléaires basophiles, les lymphocytes et les monocytes. Donc là, on a vu les composants du sang. Mais il faut savoir que chaque élément a une durée de vie limitée. Par exemple, les globules rouges, ils ont une durée de vie à 120 jours. Ensuite, il y aura une destruction de ces globules rouges et ils vont devenir plus fonctionnels. Également pour les polynucléaires neutrophiles, c'est donc 24 à 48 heures. Il y a durée de vie limitée pour les monocytes également. Donc, et des plaquettes qui est de 7 jours par exemple. Donc, il faut qu'il y ait un mécanisme qui va permettre de reproduire ou bien qui va permettre la production continue de ces éléments figurés du sang, de ces constituants, donc qui sont très importants. Donc, ce mécanisme, on l'appelle l'hématopoïèse. Donc, c'est quoi l'hématopoïèse? C'est l'ensemble des processus qui vont permettre la production continue et régulée continue parce qu'il y a destruction des éléments. Donc, il faut qu'il assure la balance entre destruction et production. Donc, c'est l'hématopoïèse qui va assurer la production continue et régulée des cellules sanguines. Donc, la production des cellules sanguines, donc les polynucléaires, neutrophiles, eosinophiles, basophiles, les globules rouges, les plaquettes
Et les monocytes, on appelle ça la myélopoïèse. C'est la lignée myéloïde. Et la lymphopoïèse, c'est la production des lymphocytes B et les lymphocytes T. Il faut regrouper ça, c'est très important de les regrouper en deux, parce que c'est très important dans les leucémies pour faire la part des choses. Il y a la lignée myéloïde, la lignée lymphoïde. La lignée myéloïde, elle est représentée par les polynucléaires, que ce soit neutrophiles, les eosinophiles ou basophiles, les érythrocytes ou bien les globules rouges, les mégakaryocytes qui vont donner des plaquettes. Donc la granulopoïèse, c'est les différentes, c'est l'ensemble des processus qui vont permettre la production des granuleux. Les granuleux, c'est-à-dire les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles et les polynucléaires basophiles. Les rétropoïèses, c'est les différents processus qui vont permettre la production des globules rouges. La mégakaryopoïèse, c'est les différents processus qui vont permettre la production des plaquettes. La lymphopoïèse, c'est soit la production des lymphocytes B ou bien lymphocytes T. Et toutes ces cellules proviennent donc d'une seule cellule souche. C'est la cellule d'une seule cellule, c'est la cellule souche hématopoïétique. Cette cellule souche, elle est capable de donner les différentes lignées, les différents éléments figurés du sang. Donc, elle peut donner, donc cette cellule souche, elle est à l'origine des polynucléaires neutrophiles, elle est à l'origine des globules rouges, elle est à l'origine des plaquettes, elle est à l'origine des lymphocytes B, elle est à l'origine. Mais après, quand on va voir l'hiérarchisation de l'hématopoïèse, vous allez comprendre pourquoi il y a une myélopoïèse et une lymphopoïèse. D'accord? C'est tout se base sur l'origine de la cellule et comment elle va se différencier. D'accord? L'origine, c'est la cellule souche. Et tout ça, il se fait au niveau de l'organe hématopoïétique central, qui est la moelle. On a deux organes hématopoïétiques centrales. On a la moelle et le thymus. Toute cette hématopoïèse se déroule au niveau de la moelle. Il y a la lymphopoïèse T. Donc, une partie de la lymphopoïèse T, elle se fait au niveau du thymocyte. C'est pour ça on appelle, c'est pour ça le thymus, c'est un organe lymphoïde primaire. Donc, voilà. Donc, chez l'homme, après la naissance, toute l'hématopoïèse, elle se déroule au niveau de la moelle osseuse. Donc, il faut se rappeler que l'organe lymphoïde primaire, c'est la moelle osseuse. Et l'hématopoïèse, elle se fait au niveau de la moelle osseuse. Il n'y a que la lymphopoïèse T qui se fait au niveau de thymus. Donc voilà. C'est en détail un petit peu le siège de l'hématopoïèse. Donc, avant la naissance, la vie intra-utérine, elle commence au niveau du sac vétélin. Ensuite, vers le deuxième mois, c'est le foie et la rate qui vont prendre le relais. Donc la production, elle se fait au niveau du foie et au niveau de la rate. À partir du quatrième mois, c'est la moelle qui va prendre le relais. Et à la naissance, je dis bien, l'hématopoïèse, elle est exclusivement médulaire. D'accord? Donc voilà. Donc chez l'enfant, la moelle osseuse, elle se trouve dans tous les os chez l'enfant, mais à partir donc à l'âge adulte, donc à partir de 10 ans, 7 ans, 10 ans, on n'a que les os plats. Donc le sternum, la base du crâne, l'os iliaque, les vertèbres, l'épiphyse des os longs. Donc voilà. C'est pour ça, quand on veut analyser la moelle, quand il y a un problème central, on doit analyser la moelle. On va voir c'est quoi un médulogramme et un PBU. Donc, les sites qu'on va choisir, c'est soit la crête iliaque, les deux sites accessibles, c'est la crête iliaque ou bien le sternum. Mais chez l'enfant, on peut faire la moelle au niveau du plateau tibial. Donc, voilà l'intérêt de connaître la localisation de la moelle osseuse. Donc, on a dit qu'il y a les organes lymphoïdes hématopoïétiques primaires et il y a les organes hématopoïétiques secondaires. Les organes hématopoïétiques primaires, donc on a vu la moelle,
la moelle, il y a la moelle rouge, il y a la moelle jaune. La moelle jaune qui est, donc il y a les adipocytes, la graisse, etc. Et la moelle rouge, là où il y a le micro-environnement stroma qui va permettre la nutrition et permettre l'hématopoïèse au sein de la moelle rouge. Donc voilà. Thymus, c'est un organe qui va permettre, donc le rôle, c'est important dans la défense immunitaire, la production des lymphocytes T. Et on a les organes lymphoïdes secondaires qui sont essentiellement le ganglion. On a les amygdales et il y a les autres, les muqueuses, donc le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. On retrouve donc dans les intestins, dans le tissu pulmonaire, etc., dans différentes muqueuses. Donc voilà. Et le deuxième organe lymphoïde secondaire, donc on a les ganglions. Donc, dans le ganglion, il y a les lymphocytes, il y a la corticale médulaire. Donc, ça, c'est bon à savoir, mais on va pas détailler ça. Et il y a la rate, c'est un organe lymphoïde secondaire. Donc, très important. On va voir au fur et à mesure le rôle de chaque organe dans les prochains cours. Donc, ce qu'il faut savoir là, donc le sang il est constitué d'une partie liquide, d'une partie solide. La partie liquide c'est le plasma et la partie solide c'est les éléments figurés du sang. Donc ensuite, les éléments figurés du sang, on a cinq. Donc on a trois groupes, les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs, ou bien leucocytes, globules rouges et les plaquettes. Les globules blancs, on a 5, les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires eosinophiles, basophiles, lymphocytes et les monocytes. L'origine de ces cellules, c'est l'hématopoïèse. C'est un mécanisme qui permet la production continue et régulée de ces éléments figurés du sang. On a deux parties. On a la myélopoïèse qui va permettre qui est responsable dans la myélopoïèse, on a la granulopoïèse qui va assurer la production des polynucléaires, que ce soit neutrophiles, eosinophiles ou basophiles, l'érythropoïèse qui va permettre de la production des globules rouges, l'hymégakaryopoïèse qui va donner des plaquettes, et on a deuxième façon, c'est la lymphopoïèse, que ce soit B ou T. Tout ça se déroule au niveau de la moelle, c'est l'organe lymphoïde, c'est l'organe hématopoïétique central primaire. Il y a le thymus qui assure la production des lymphocytes aux lymphocytes T. Les autres organes secondaires, donc on a les ganglions. Les ganglions, c'est un organe lymphoïde secondaire. C'est un filtre interposé sur la circulation lymphatique. Il permet de filtrer tous le corps étranger, etc. Et on a des lymphocytes qui sont disposés, des lymphocytes B et des lymphocytes T qui sont disposés dans la zone corticale et médulaire. Donc, c'est un filtre. Et il y a également la rate, c'est le plus grand filtre de l'organisme. Il a plusieurs rôles. Parmi le rôle, le rôle dans l'immunité, il permet de filtrer le sang. Il permet de filtrer le sang. C'est le site de séquestration, donc la destruction des globules rouges, la destruction des globules blancs, les différents éléments figurés du sang. Et il a un rôle hémostatique, hémodynamique, parce qu'il est dans le circuit, dans le transport. Donc, il a un rôle hémodynamique. Il a également d'autres rôles. Par exemple, il a un pool plaquettaire très important, représenté à 30%. C'est pour ça, en cas de thrombopénie, on va voir ça dans les PTI secondaires. Il y a indication de splénéctomie, etc. Donc, voilà. Ça, c'est les grandes notions les plus importantes. Donc, ça, c'est un schéma de l'hématopoïèse. On a dit que toutes les cellules proviennent d'une cellule souche centrale. Donc, cellule souche hématopoïétique, c'est la cellule souche totipotente. Totipotente, pourquoi ou multipotente? Parce qu'elle a la capacité de donner les différents éléments figurés du sang. Elle s'engage
Donc, elle a le pouvoir, elle s'auto-renouvelle. Donc, à chaque fois, elle s'auto-renouvelle. De elle-même, elle s'auto-renouvelle. Donc, elle va pas subir de division, mais elle va s'auto-renouveler. D'accord? Ensuite, il y a une partie de ces cellules souches, ils vont s'engager, soit dans et donner des progéniteurs myéloïdes, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut diviser ça en deux, soit les progéniteurs myéloïdes, soit les progéniteurs, donc il y a le compartiment de cellules souches qui va s'engager et donner des progéniteurs, soit myéloïdes, soit lymphoïdes. Ces progéniteurs, donc ils ont quelques caractéristiques des cellules souches et quelques caractéristiques des précurseurs. Donc ils ont la capacité donc totipotence, donc ils peuvent s'engager à plusieurs lignées, mais ils vont pas s'auto-renouveler. D'accord? Donc ils vont se diviser pour donner des granules, les progéniteurs des granules et des monocytes, les progéniteurs des éosinophiles et des basophiles, des progéniteurs des mégacaryocytes et des érythroblastes. Et les progéniteurs lymphoïdes vont donner les progéniteurs B et les progéniteurs T. Ensuite, ces progéniteurs, il y a le troisième compartiment, c'est les précurseurs. Tout ça, c'est au niveau de la moelle. Tout ça, je vous dis bien que tout ça, c'est au niveau de la moelle. Ça, c'est les souches et les progéniteurs, on ne peut pas les voir au microscope optique. Arrivé à ce stade, donc les précurseurs, on peut les analyser au microscope optique. Donc là, il y aura une augmentation de la multiplication et de la maturation. Donc ils vont donner, donc chaque lignée, donc chaque cellule, elle va s'engager dans une lignée. C'est-à-dire, on aura la lignée myéloblastique, donc granuleuse, la lignée monoblastique, la lignée érythroblastique, la lignée mégacaryocytaire, lymphopoïèse, B ou T. Vous voyez? Donc, ils vont s'engager. Donc, il y a la caractéristique de totipotence, le pouvoir de donner plusieurs, donc il va diminuer, mais il va l'augmentation de la prolifération et de la multiplication. D'accord? Donc, à partir de là, tout ça, c'est des cellules immatures. J'ai bien dit des cellules immatures. Il faut se rappeler de ce terme. Donc ça, ce qu'on voit là, les précurseurs, ce sont des cellules immatures. Ce sont des cellules jeunes. D'accord? Donc on a la lignée granuleuse, c'est les myéloblastes, qui va subir une maturation qui va donner un promyélocyte. C'est ensuite myélocyte. Ensuite, il y aura une segmentation, donc le noyau qui va devenir comme en fer à cheval. Ensuite, il va se segmenter et donner des polynucléaires. Soit il va donc si on a des grains neutrophiles, donc c'est les polynucléaires neutrophiles. Si on a des grains rouges, donc c'est eosinophiles. Si on a des grains noirâtres ou bleu foncé, c'est les polynucléaires basophiles. Donc vous voyez, ça c'est les cellules matures. Et tout ça, c'est au niveau de la moelle. On a les monoblastes, les promonocytes qui vont donner les monocytes. On a les pro-érythroblastes, ensuite érythroblastes basophiles, ensuite polychromatophiles, ensuite le globule, l'érythroblaste, il va perdre le noyau et donner les globules rouges ou bien l'érythrocyte. Mégacaryocyte, il est particulier un petit peu, il va pas subir des divisions, mais il va donner mégacaryoblaste qui va subir une maturation. Ensuite, le cytoplasme, il va se fragmenter et donner des fragments. C'est les plaquettes qui vont intervenir dans l'hémostase primaire. Et la lymphopoïèse, on a les précurseurs B qui vont donner les lymphocytes B. Ensuite, lymphocytes B, après donc maturation, on a les plasmocytes. Et on a des lymphocytes T qui vont quitter, donc aller vers le thymus pour subir une maturation et donner à l'origine des lymphocytes T. Donc on a les lymphoblastes, c'est les cellules jeunes, et les lymphocytes, c'est les cellules matures. Donc ça, tout ça, c'est au niveau de la moelle, sauf lymphocytes T, donc ça, c'est au niveau du thymus. Quand ils arrivent, donc, ils arrivent à maturation, donc ils deviennent matures, donc ils vont quitter la moelle et gagner le sang, c'est le blood et les différents tissus, au niveau du blood et différents tissus. Donc vous voyez, donc c'est ça l'hématopoïèse et les différents compartiments, la cellule souche,
qui va donner des progéniteurs. Ces progéniteurs, ils vont donner des précurseurs. Les précurseurs, ils vont subir une maturation pour donner des cellules matures. À l'état normal, tout ça, donc au microscope optique, on ne peut analyser que ces précurseurs. Ça, on ne peut pas les voir au microscope optique. Ils vont apparaître comme des petites cellules, etc. On ne peut pas les différencier. Ça, c'est par immunophénotypage, etc., par étude donc des antigènes qui vont permettre de faire la différence, ou bien par culture, etc. Il y a d'autres méthodes qui vont permettre de microscope électronique. Donc voilà, d'autres méthodes de culture ou bien d'immunomarquage qui vont permettre de faire d'individualiser ces cellules. Mais au microscope optique, nous, ce qu'on analyse en cytologie ou bien en histologie, on ne voit que ces éléments, les cellules, donc immatures, qui vont subir une maturation pour donner des cellules matures. Ces cellules matures, elles vont quitter la moelle et rejoindre le sang. Donc voilà ce qu'on retrouve au niveau du sang. Normalement, on n'a que ça au niveau du sang. Les éléments matures, les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, basophiles, les monocytes et les lymphocytes. Ça, c'est les globules blancs. On a les globules rouges au hématie et on a les plaquettes. C'est ça ce qu'on a au niveau du sang. Donc schématiquement, c'est en récapitule. Donc, on a les cellules souches. C'est en petite quantité, mais ils ont un pouvoir d'autorenouvellement très important. Au fur et à mesure, il y a l'autorenouvellement qui diminue, caractéristique principale de cellules souches. Ils vont donner des progéniteurs. Ces deux sont pas identifiés en microscope optique. Ensuite, ils vont s'engager et donner précurseurs. Les précurseurs, donc chaque cellule, elle va s'engager dans une lignée pour donner soit polynucléaire neutrophile, soit éosinophile, soit basophile, etc. Ensuite, précurseurs, après une maturation, différenciation, multiplication, ils vont donner des cellules matures qui vont quitter la moelle et joindre le sang. Donc voilà, c'est d'autres schémas pour bien expliquer c'est quoi l'hématopoïèse parce que c'est la base de l'hématologie. C'est à partir de là, si vous comprenez ça, c'est bon. Tout le reste va être facile. Donc ça, c'est les différentes lignées. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça, mais il faut connaître la base. Vous n'êtes pas obligé de... donc, ce qu'il faut retenir, qu'il y a une hématopoïèse qui assure la production continue des cellules. Ce mécanisme, il se déroule au niveau de la moelle. C'est pour ça, si on a un problème central ou bien, par exemple, une leucémie, donc on doit faire la moelle, donc on doit analyser la moelle. Et la localisation de la moelle, c'est au niveau des os plats. C'est pour ça au niveau du sternum la crête iliaque. Ce qu'il faut retenir, donc, chaque lignée, donc il y a les myéloïdes, il y a les lymphoïdes. Donc ça, il y a la lignée myéloïde, il y a la lignée lymphoïde. Myéloïde, c'est à l'origine des hématies polynucléaires, les monocytes et les plaquettes. Et la lignée lymphoïde, c'est à l'origine des lymphocytes. Voilà. Ça, c'est les différentes... donc, au niveau de la moelle, tout ça, c'est des cellules jeunes. Les myéloblastes, promyélocytes, myélocytes, métamyélocytes. Ensuite, ils vont donner des cellules matures qui est polynucléaire, qui va quitter la moelle et joindre le sang. Et on a le proérythroblaste, érythroblaste basophile, érythroblaste polychromatophile. Et on a le mégacaryocyte, mégacaryoblast et les amas plaquettaires. Et il y a ça, c'est également les lymphoblastes qui vont donner les différentes lignes. Donc, à l'état normal, normalement au niveau du sang, on n'a pas ces cellules. On retrouve pas ces cellules. Ces cellules, on les retrouve exclusivement au niveau de la moelle. Si il y a un passage de ces cellules, donc si on a un passage de myélocytes, métamyélo, promyélo au niveau du sang, on appelle ça une myélémie. C'est-à-dire passage vers la périphérie. Si on a passage des érythroblastes, une érythroblastose. Vous voyez? Si on réfléchit un petit peu, pourquoi il y a un passage? Donc, il y a deux probabilités. Soit la moelle, elle produit beaucoup, donc elle est étouffée, donc il n'y a plus de place pour les cellules au niveau de la moelle, donc ils vont quitter la moelle. Donc ça, c'est un signe de régénération. Ou bien, il y a une anomalie ou un blocage à un stade, une prolifération très importante, donc il y a un passage. Soit une myélémie qui est
Donc, c'est les cellules plus matures, plus ou moins matures, soit s'il y a un passage entre de cellules jeunes avec un blocage, c'est ce qu'on appelle les blastes. Donc ça, c'est pour c'est quelques notions. On va y revenir après, d'accord? Donc, si on a passage de ces cellules au niveau du sang, on parle de myélémie. C'est donc voilà la production au niveau de la moelle, ensuite transport au niveau du sang et la fonction elle s'exerce au niveau des tissus. Voilà, on arrive à notre cours d'aujourd'hui, ce qui est l'hématimétrie. Donc, quelles sont les méthodes d'exploration de ce système? On a l'hémogramme. On va voir c'est quoi l'hémogramme, le myélogramme, la biopsie ostéomédulaire. Donc l'hémogramme, c'est l'analyse des éléments figurés du sang, l'analyse périphérique. Donc c'est ça l'hémogramme et c'est ça l'hématimétrie. Donc on va c'est analyser les éléments figurés du sang périphérique. Voilà l'hémogramme. Myélogramme, c'est l'analyse centrale. On a le myélogramme, biopsie, on va montrer la différence entre myélogramme et biopsie. Cytochimie, immunophénotypage, cytogénétique, analyse et culture cellulaire, tout ça, c'est d'autres méthodes. Mais le plus important, c'est les hémogrammes, c'est l'hémogramme, myélogramme et biopsie. Et l'intérêt de cette présentation, c'est d'abord introduire donc l'hématologie, donner les bases fondamentales, donc les notions de base. Donc, c'est très important de connaître l'hématopoïèse, etc. On n'est pas obligé de retenir tout ça, mais il faut connaître pour vous permettre de bien comprendre les prochains cours. Ce qui est important à retenir, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment interpréter un hémogramme. C'est quoi l'hématimétrie? D'accord? Donc, l'hématimétrie, c'est des méthodes d'analyse, soit qualitatives ou bien quantitatives, des éléments figurés du sang. Si on analyse quantitativement, c'est l'hémogramme, et qualitativement, c'est le frottis sanguin. Le frottis sanguin, c'est on étale une goutte de sang, on va voir comment on fait cette technique, et on va analyser en microscope, on va voir la qualité de mes globules rouges, la qualité des polynucléaires, des plaquettes, etc. L'hémogramme, il va donner des chiffres, donc c'est quantitatif. Donc, on va commencer avec l'hémogramme. C'est un examen clé. C'est un examen qui est biologique le plus prescrit. Donc, dans le patient, dès qu'il arrive aux urgences, le premier examen à demander, c'est l'hémogramme ou bien numération formée sanguine, ce qu'on appelle FNS ou NFS, etc. Je préfère le mot hémogramme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, donc, il permet de dépister et explorer et suivre la plupart des hémopathies. C'est un examen quantitatif qui permet numération des éléments figurés du sang. Il permet de donner la valeur des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. En quantifiant ça, c'est une quantification, c'est une numération. D'accord? Mais il va donner la valeur de l'hémoglobine, mais par une autre méthode. C'est pas par numération, c'est par photométrie. Donc, il fait un dosage de l'hémoglobine. C'est pour ça on préfère dire hémogramme que de dire numération formule sanguine. D'accord? Donc, c'est ça la différence, mais c'est juste. Donc, il permet de donner l'énumération des éléments figurés du sang. Il permet de déterminer la formule leucocytaire. C'est quoi la formule leucocytaire? On a dit qu'il y a numération, il y a trois groupes. Il y a globules blancs, plaquettes et globules rouges. Et la formule leucocytaire, c'est les globules blancs. Il y a à l'intérieur des globules blancs, il y a 5 éléments. Il y a les polynucléaires neutrophiles, basophiles, eosinophiles, lymphocytes et monocytes. Et chaque élément a un pourcentage bien précis. Donc, la formule leucocytaire, elle permet de donner les différents pourcentages. La détermination de l'hématocrite, c'est le pourcentage, c'est le volume que occupe le globule rouge. Donc, on a dit que 45% représente l'hématocrite normal. Donc, les globules rouges occupent 45% du volume total du sang. Donc, c'est ça l'hématocrite. Et le dosage de l'hémoglobine. Donc, voilà les indices. À partir
à partir des globules rouges, là c'est la lignée érythrocytaire, des globules rouges. À partir des globules rouges, l'hématocrite et dosage de l'hémoglobine, on peut calculer le volume globulaire moyen, le volume des globules rouges, mais il faut un volume moyen, parce qu'il y a des globules rouges de grande taille, de moyenne taille, donc normalement c'est 7 microns pour toutes les globules rouges. VGM, il permet de donner le volume globulaire moyen. Il permet de donner la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, c'est le CCMH, à partir de ces trois paramètres. Donc, globule rouge, hématocrite et hémoglobine. On peut calculer le volume globulaire moyen et la concentration en hémoglobine à l'intérieur. D'accord? C'est très important. Et la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine. Ce qu'on appelle les indices érythrocytaires. Ces trois indices, ils sont très importants dans la démarche diagnostique des anémies. D'accord? C'est très important. D'accord? Il y a un autre élément qui est le taux de réticulocyte. Taux de réticulocyte, permettez-moi de revenir sur cette cellule, cette planche. Donc, on a dit que les érythroblastes ils vont subir une maturation jusqu'à la dernière cellule. La dernière cellule, on a les érythroblastes acidophiles qui vont perdre le noyau et donner des globules rouges. Mais entre les deux, il y a les réticulocytes. D'accord? Il y a les réticulocytes. On a une partie de ces réticulocytes qui se retrouve au niveau du sang. Donc ça, parce que ces réticulocytes, ils vont quitter la moelle. Au bout de 24-48 heures, ils vont subir d'autres maturations pour donner des globules rouges. Donc l'étape pré-globule rouge, c'est le réticulocyte. Donc c'est un élément très important que l'automate peut nous donner, c'est le taux de réticulocyte. Pourquoi il est très important? Je vais vous dire pourquoi. Si on a un taux de réticulocyte qui est très élevé, on va voir le taux normal, d'accord? Mais on essaie de comprendre. Si on a un taux très élevé, c'est-à-dire la moelle, elle arrive à produire, donc elle est fonctionnelle. D'accord? Donc, le taux de réticulocyte, il est élevé. Donc, le problème de l'anémie, il est périphérique. D'accord? Il y a un problème périphérique. C'est pas au niveau de la moelle. Si on a un taux de réticulocyte qui est bas, donc le problème, il est au niveau de la moelle. C'est ça l'intérêt des réticulocytes. C'est pour également démarche diagnostique dans les anémies. On va voir les différents paramètres. On va commencer par les globules blancs. Donc ça, c'est des taux. Là, on arrive à ces planches. Donc, c'est des taux à retenir. Il faut retenir que le taux de globules blancs normal, il est compris entre 4000 et 10 000. En dessous de 4000, donc en dessous de 4000, on parle de leucopénie. Au-dessus de 10 000, on parle d'hyperleucocytose. Entre 4000 et 10 000, c'est un taux normal. Il faut retenir ça pour bien interpréter les hémogrammes. Et dans les globules blancs, on a dit qu'il y a 5 éléments. Il y a les polynucléaires neutrophiles. Le taux normal, il est entre 50 à 70%. Et il ne faut jamais interpréter un pourcentage. Il faut toujours convertir en valeur absolue. D'accord? Parce que parfois, on a une hyperleucocytose, mais le pourcentage, il sera normal. Donc, on ne va pas dire polynucléaires qui sont normales. C'est on convertit en valeur absolue. Par exemple, on a 12 000 on est à 20 000 de blanc. Je vous donne un exemple. On est à 20 000 de blanc. Et 60% de PN. Vous allez me dire, il y a une hyperleucocytose, mais le taux de PN, il est normal. Mais c'est faux. Le taux en pourcentage, il est normal, mais c'est on convertit donc 60% fois 20 000, c'est 12 000. C'est une polynucléose neutrophile. Il y a une augmentation des polynucléaires neutrophiles. Donc, il faut jamais interpréter un pourcentage. Donc, on va vous donner polynucléaire, par exemple, si on vous donne 1500, vous interprétez 1500. Mais si on vous donne 50%, il faut convertir 50% fois le taux de globules blancs pour voir le taux réel en valeur absolue. Il faut jamais interpréter un pourcentage dans l'équilibre. Il faut. Donc, le pourcentage le plus élevé, donc, c'est les polynucléaires neutrophiles. Le taux normal, il est entre 1500 et 7000. En dessous de 1500, c'est une neutropénie. Au-dessous de 7000, c'est une polynucléose neutrophile.
C'est une polynucléose neutrophile. Les polynucléaires eosinophiles, c'est inférieur à entre 0 à 500. Basophile, c'est entre 0 et 50. Lymphocyte, c'est entre ce qu'il faut également retenir dans l'équilibre, donc 4000 à 10 000 pour les globules blancs. Les polynucléaires entre 1500 et 7000. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1800. C'est entre 1500 et 7000. Pour les lymphocytes, c'est entre 800 ou bien 1000. Vous pouvez retenir 1000 et 4000. Et 4000, en dessous de 4000, c'est une lymphocytose. Il faut retenir ça. Donc, il faut retenir le chiffre 4000. Et pour les polynucléaires neutrophiles, 1500 à 7000. Il faut retenir la valeur normale des globules blancs entre 4000 et 10 000. Voilà pour les globules blancs. Et les monocytes entre 100 et 1000. Là, c'est bien sûr, avant l'âge de 4 ans, il y a une inversion d'équilibre. Chez l'enfant, le taux de lymphocytes il est plus important que les polynucléaires. À 5 ans, on a le taux de lymphocytes PN sont égal. Ensuite, à partir de 6 ans, l'équilibre rejoint celui de l'adulte. Donc, récapitulons donc globules blancs entre 4000 et 10 000. Au-dessus de 10 000, c'est l'hyperleucocytose. Inférieur à 4000, c'est leukopénie. Polynucléaire supérieur à 7000, c'est polynucléose neutrophile. Inférieur à 1500, c'est une neutropénie. Polynucléaire éosinophile, il faut retenir 500. Basophile, 100. Lymphocyte inférieur à 1000, c'est une lymphopénie. Supérieur à 4000, c'est une lymphocytose. Il faut retenir ça. Lymphocytose, elle a une importance dans les leucémies lymphoïdes chroniques, etc. Donc, il faut retenir 4000. Monocyte, c'est supérieur à 1000, c'est une monocytose. Le taux de plaquettes normal, il est compris entre 1500 à 450 000. Donc, entre 150 000 et 450 000. Entre 150 000 à 450 000. Si on est en dessous de 450 000, c'est une hyperplaquetose ou bien thrombocytose, taux de plaquette est élevé. S'il est inférieur à 1500, c'est une thrombopénie, taux de plaquette qui est bas. Pour les globules rouges, on a dit qu'il y a l'hématocrite. C'est le volume occupé par les hématies. Il est en pourcentage. La valeur normale, c'est 45%. Chez l'homme, c'est entre 40 et 54, et chez la femme, entre 35 et 47. Il faut retenir donc ces chiffres. Donc, c'est le volume occupé par les hématies en pourcentage dans une quantité de sang total. Donc, chez l'homme, entre 40 et 54, chez la femme, entre 35 et 47. Et on a la numération des globules rouges. Le taux normal chez l'homme est entre 4 millions à 6 millions. Il faut retenir 4,5 à 6 millions. Et chez la femme, entre 4 et 5 millions et demi. Donc, voilà. L'hémoglobine, le dosage se fait par densité optique. Donc, c'est pour ça, on ne dit pas je préfère hémogramme que de dire numération formée sanguine parce qu'il y a un dosage à l'intérieur. C'est pas que la numération, il y a un dosage. C'est tout. Donc, le taux normal chez l'homme, il est entre 13 et 16,5. 13 et 16,5 et chez la femme entre 12 et 16 parce que ils ont revu ces chiffres à la baisse, donc c'est entre 13 à 16,5 chez l'homme et 12 à 16 chez la femme. Donc ces trois paramètres, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre de calculer nos indices érythrocytaires qui ont un intérêt dans la démarche diagnostique des anémies. Quels sont les indices érythrocytaires? On a le volume globulaire moyen qui est l'hématocrite sur les globules rouges fois 10. Hématocrite divisé par les globules rouges fois 10. Il est exprimé en femtolitres. Le temps normal, il est entre 80 et 100. On parle de normocytose. D'accord? Il faut se rappeler de ça. Donc, cette formule, il faut la retenir parce qu'on peut vous donner un hémogramme avec taux de globules rouges, hémoglobine et hématocrite. On ne vous donne pas le VGM, CMH. Et vous devez les calculer pour interpréter l'hémogramme. Donc, la valeur normale, c'est entre 80 et 100. Si on est en dessous de 100, c'est une macrocytose, c'est-à-dire la taille des globules rouges, elle est élevée. Donc, c'est une macrocytose. Si on est en dessous de 80, c'est une microcytose.
D'accord? La concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Donc, là, c'est l'hémoglobine divisé sur l'hématocrite fois 100. C'est exprimé en pourcentage. La valeur normale, c'est entre 32 et 36. On parle de normochromie. Normochromie, c'est-à-dire la couleur, la concentration, elle est normale en hémoglobine à l'intérieur des globules rouges. C'est une normochromie. À noter qu'en dessous de 32, c'est une hypochromie et il n'y a pas d'hyperchromie. D'accord? Il faut pas dire, normalement, c'est entre 32 à 36. Si inférieur à 32, vous parlez d'hypochromie, c'est en dessous, on n'a pas d'hyperchromie. D'accord? On a soit normochromie, soit hypochromie. D'accord? Il faut retenir également ça. La TCMH, c'est l'hémoglobine divisé par les globules rouges fois 10, valeur normale 27 à 32. Les plus importants, c'est le VGM et CCMH. Il faut retenir les indices érythrocytaires qui vont nous permettre de guider notre démarche diagnostique des anémies. La numération des réticulocytes, on a parlé, on l'a anticipé. Donc, c'est quoi? Les globules rouges qui sont perdus et qui ont perdu leur noyau. Donc, on a dit les érythroblastes acidophiles qui perdent leur noyau. Ils vont devenir des réticulocytes. Et ils vont partir au niveau du sang. Au bout de 24-48 heures, ils vont subir une maturation et donner des globules rouges. Ces cellules, c'est les réticulocytes. Ces cellules, je vais vous remontrer là pour que ça soit bien mémorisé. Donc voilà, érythroblaste, il perd le noyau et donne réticulocyte qui va subir une maturation et donner des globules rouges. Donc voilà pour les réticulocytes. Ils sont reconnaissables par la coloration de bleu grisile brillant au bleu de méthylène. C'est des colorations spécifiques. Quand on a une lame, on colore par le bleu grisile brillant qui va permettre, parce que à l'intérieur des réticulocytes, il y a des restes de l'ADN. Et cette coloration, elle va permettre de mettre en évidence ces restes d'ADN. C'est les restes de l'ADN. C'est les restes de l'ADN qui vont être identifiés par le grisile brillant et on peut les identifier. Donc, soit elle est reconnaissable par ça, ou bien l'automate qui va nous donner directement le taux. Donc, elle se fait soit manuellement par la coloration bleu grisile brillant. Si on vous demande quelle est la coloration qui va nous permettre d'identifier les réticulocytes, c'est le bleu grisile brillant. Elle reflète quantitativement la production quotidienne des hématies par la moelle. Si on a un taux élevé, donc le problème de l'anémie, il n'est pas central, il est périphérique. Si le taux il est bas, la moelle elle ne produit rien. Donc le problème il est central. Il faut aller chercher ce qu'il y a au niveau de la moelle. Le taux relatif c'est 0,5 à 2%. Et il faut pas interpréter un pourcentage. Donc il faut toujours le taux absolu par rapport au globule rouge. Le taux normal est entre 20 000 et 100. Il faut se rappeler du cutoff. Donc on a un cutoff qui est le 120 000. En dessous de 120 000, c'est une anémie qui est arégénérative. En dessous de 120 000, c'est une anémie arégénérative. Et supérieur à 120 000, c'est une anémie qui est régénérative. Donc, quand est-ce qu'on demande un taux de réticulocyte? Quand on a une anémie. Devant toute anémie, il faut demander un taux de réticulocyte. D'accord? Pour connaître, est-ce que l'anémie, elle est d'origine centrale ou bien elle est d'origine périphérique? Est-ce que le problème est au niveau périphérique ou bien le problème est au niveau central? Quelles sont les pathologies des globules rouges? Donc, il y a 3 paramètres là. Il y a l'hématocrite, il y a les globules rouges et il y a l'hémoglobine. Donc, la baisse de l'hémoglobine, normalement, on a une diminution de l'hémoglobine, l'hématocrite et des globules rouges. Donc, on parle de anémie. Donc, diminution. L'anémie, c'est une définition qui est biologique. C'est-à-dire un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 13 chez l'homme, inférieur à 12 chez la femme et inférieur à 10,5 chez la femme enceinte.
Pour les indices érythrocytaires, donc normalement pour l'anémie, donc il y a une variation entre. Donc s'il y a une baisse d'hémoglobine, il y a une baisse d'hématocrite, il y a une baisse de globules rouges. Ensuite, on calcule si on a une anémie, qu'est-ce qu'on demande? Bien sûr, taux de réticulocytes. S'il est supérieur à 120 000, c'est une anémie régénérative d'origine périphérique. S'il est inférieur à 120 000, c'est une anémie arégénérative d'origine centrale. Et il y a également les indices érythrocytaires, il faut les calculer et les interpréter. Donc un VGM qui est inférieur à 80, on parle de microcytose, la taille elle est réduite. Si il est supérieur à 100, c'est une macrocytose, c'est la taille elle est augmentée. TCMH c'est inférieur à 27 et CCMH inférieur à 32, on parle d'hypochromie. D'accord? Donc ça, c'est pour l'hémogramme. Donc l'hémogramme, il faut retenir et connaître les taux normaux, les taux normaux. Donc des globules blancs entre 4000 à 10 000, les polynucléaires 1500 à 7000, les lymphocytes c'est 1000 à 4000. Donc en cas élevé hyperleucocytose, bas c'est leucopénie. Les plaquettes entre 150 000 et 450 000, en-dessous de 450 000 c'est thrombocytose, en dessous de 150 000, c'est thrombopénie. Et pour l'anémie, il y a une baisse de l'hémoglobine, de les globules rouges et de l'hématocrite. Et là, on parle d'anémie. Anémie, c'est le taux d'hémoglobine inférieur à 13 chez l'homme, inférieur à 12 chez la femme et inférieur à 10,5 chez la femme enceinte. Devant toute anémie, on doit pratiquer un taux de réticulocyte qui va permettre de dire que l'anémie elle est d'origine centrale, c'est-à-dire arégénérative, c'est-à-dire taux de réticulocyte inférieur à 120 000, ou bien un taux de réticulocyte qui est supérieur à 120 000, c'est-à-dire une anémie qui est régénératif. Et il faut calculer les indices érythrocytaires. VGM, s'il est inférieur à 80 microcytoses, supérieur à 100, c'est une macrocytose. Entre 80 et 100, c'est une normocytose. CCMH, c'est inférieur à 32, on parle d'hypochromie. Donc voilà les différents indices érythrocytaires. C'est très important de calculer les indices érythrocytaires et de les interpréter. Parce que, par exemple, on va voir les anémies fériprives, c'est des anémies microcytaires hypochromes. Donc à partir, on a une anémie microcytaire hypochrome. Il ne faut pas trop chercher. Donc on a un algorithme bien précis des anémies microcytaires hypochromes. On a un algorithme bien précis des anémies macrocytaires normochromes. On a un algorithme très précis des anémies normocytaires normochromes. On a un algorithme pour les anémies régénératives. Pour les anémies régénératives, c'est très important de connaître les indices érythrocytaires. Ensuite, on a vu l'hémogramme, c'est bon. Là, c'est l'étude, maintenant l'étude qualitative, c'est le frottis sanguin, c'est la morphologie des éléments figurés du sang. On va pas trop s'attarder sur ça. Ce qui est important dans ce cours, c'est connaître les valeurs des différents éléments figurés du sang. C'est ça le plus important et de savoir interpréter un hémogramme. On va finir après par des exemples et je vais vous montrer comment interpréter un hémogramme. Donc voilà, on va revenir frottis sanguin, c'est l'étude qualitative. C'est très important devant... Donc, c'est une goutte de sang qu'on va la mettre sur une lame. Ensuite, on va étaler cette goutte sur la lame. Ensuite, on va colorer au MGG. Mais Griezmann. Donc, ça, c'est une coloration qui va permettre d'analyser le frottis sanguin sous le microscope optique. Qu'est-ce qu'on va analyser? Donc, on a dit qu'il y a trois constituants. Il y a les globules rouges, il y a les plaquettes, il y a les globules blancs. Donc, on commence par les globules rouges. C'est des globules rouges, c'est des cellules qui sont anucléaires. Il n'y a pas de noyau au niveau des globules rouges. Donc, c'est forme circulaire. Ils ont normalement la même taille qui est de 8 microns de diamètre. Donc, le volume globulaire moyen, il est de 80 femtolitres normal. Si on a une taille qui est plus grande que ça, donc on a notre référence, c'est les globules rouges, 8 microns de diamètre. Si on a des cellules qui sont plus grandes que cette cellule, à force de voir les frottis, donc on va avoir l'habitude, donc on va connaître les cellules de taille normale et les cellules de grande taille. On parle de macrocytose. Donc la taille, elle est augmentée. Il y a des petits globules rouges, c'est des microcytes. Donc la différence de taille, on parle
anisocytose. La différence de taille, c'est des termes à retenir, hein. Et il n'y a rien de sorcier. Donc là, voilà, donc voilà, on a des globules rouges, ça c'est de taille normale, ça c'est des globules rouges qui sont de grande taille. Là, on voit qu'il y a des cellules de grande taille et il y a des cellules de petite taille, vous voyez. Donc voilà, on parle d'anisocytose, macrocytose, microcytose. Il y a des anisocytoses, c'est-à-dire il y a une différence de taille. S'il y a une différence de taille, au niveau de l'hémogramme, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un VGM qui est normal. C'est pour ça qu'on doit analyser le frottis sanguin. On va retrouver qu'il y a une anisocytose parce qu'il y a des macrocytes, il y a des microcytes. Si on fait la valeur normale, on va tomber sur un VGM qui est normal. Mais au niveau du frottis sanguin, on a des macrocytes, on a des microcytes. On va voir après dans les prochains cours la valeur d'interpréter en même temps l'hémogramme et le frottis sanguin. Donc, macrocytose, microcytose, quand il y a une différence de couleur, le couleur, ça reflète la concentration en hémoglobine. Parce que la couleur, ça, rosée, c'est l'hémoglobine qui va donner cette coloration. Donc, puisqu'il y a le vide, c'est blanc, c'est-à-dire la concentration, elle est diminuée. Donc, c'est une anomalie de couleur. Donc, soit anomalie de couleur, c'est une hypochromie. Il y a les polychromatophiles qui sont les deux cellules, ça. C'est des polychromatophiles. Je vais vous dire quelque chose. Les polychromatophiles, c'est-à-dire, sont très chargés en hémoglobine. Polychromatophiles, c'est des cellules qui sont de grande taille. Elles reflètent la régénération, c'est-à-dire quand on a érythroplaste acidophile qui va donner des réticulocytes, ensuite des globules rouges. Donc ça, la transition, donc les polychromatophiles, c'est on peut dire ça reflète les réticulocytes. Mais non, on a dit que les réticulocytes, on les identifiait par la coloration bleu grisâtre brillant. Il ne faut pas dire polychromatophile, c'est réticulocytes. J'ai bien dit, ça reflète. D'accord? Donc, si on a des polychromatophiles sur le frottis sanguin, c'est-à-dire il y a une régénération. Il y a une régénération. C'est parmi les signes de régénération. S'il y a une macrocytose, c'est un signe. Donc, macrocytose et polychromatophilie, c'est des signes de régénération. Donc, quand on a des polychromatophiles, donc il faut retenir ça. Signe de régénération, c'est polychromatophilie. Donc, ça reflète les réticulocytes, c'est-à-dire la moelle, elle produit, donc c'est pour ça qu'on a des polychromatophiles, beaucoup de polychromatophiles qui reflètent les réticulocytes. C'est pas des réticulocytes, parce que les réticulocytes, pour les identifier, il faut les colorations bleu, grisâtre, brillant. Donc, il faut retenir que la différence de taille, c'est anisocytose, macrocytose, microcytose. Différence de couleur, c'est la dyschromie, donc hypochromie, ou bien polychromatophile. Polychromatophile, c'est des cellules qui reflètent un peu les réticulocytes et c'est un signe de régénération. Quand il y a anomalie de forme, on parle de poikilocytose. C'est anomalie de forme. La forme, elle est normalement, on a dit, c'est forme circulaire. Quand il y a une différence de forme, donc c'est très important. Donc, soit on a des amphocytes, c'est ça les drépanocytes, c'est les cellules drépanocytaires en forme de fossiles. Voilà, d'accord? C'est bien de passer au niveau du laboratoire pour voir quelques frottis sanguins, donc euh, afin d'apprendre le maximum. Ça, c'est des elliptocytes. Donc ça, c'est anomalie de forme. Normalement, les globules. Ça, c'est des sphérocytes. Vous voyez? Ça, c'est des ovalocytes. Normalement, c'est la forme circulaire. Mais là, c'est un drépanocyte, forme de faucille. D'accord? Ça, c'est elliptocyte. C'est allongé. D'accord? C'est ovalocyte, comme un œuf. Donc, sphérocyte, c'est des petites cellules. Il faut se rappeler de ça. Donc, c'est des sphérocytes. Voilà, il y a d'autres. Quand il y a une anomalie de forme, c'est la paukylocytose. Il y a les schizocytes, c'est des globules rouges qui sont fragmentés. Voilà. Donc, ça, c'est. Donc, quand il y a une paukylocytose très importante,
poikilocytose très importante, c'est la bêta-thalassémie par exemple. On retrouve une poikilocytose très importante parce que l'érythropoïèse, elle n'est pas efficace. On va voir dans la bêta-thalassémie mécanisme physiopathologique. C'est pour ça la base de tout module, pas seulement l'hématologie, c'est les bases physiologiques et physiopathologiques. Quand vous connaissez votre physiologie, c'est la base. Ensuite, la pathologie, c'est facile. Donc, on peut raisonner et on peut déduire beaucoup de choses. Par exemple, si vous voyez ça, je sais que vous n'allez pas le reconnaître, ça ressemble à un globule rouge, mais il a un noyau. Donc, ça donne ça. Vous voyez cette cellule, ça donne cette cellule. Donc, c'est la même couleur, donc c'est un érythroblaste acidophile. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Normalement, ces cellules ne sont pas retrouvées au niveau du sang périphérique. Si on les retrouve au niveau du sang périphérique, qu'est-ce qu'on parle d'érythroblastose? Donc, c'est un signe de quoi? C'est un signe de régénération. Donc, les signes de régénération, c'est-à-dire que la moelle, elle produit en excès, c'est-à-dire la moelle, elle n'arrive pas à contenir ses cellules, donc il n'y a plus de place, la moelle, elle est étouffée, donc les cellules jeunes, elles vont passer au niveau périphérique. Les plus matures, donc c'est les érythroplastes acidophiles, donc c'est un signe de régénération de la moelle. Donc les signes de régénération, on a la polychromatophilie, on a les érythroblastes, et ça c'est des myélocytes, la myélémie. La myélémie, c'est le passage des cellules myélocytaires. D'accord? Myélocytaires. Les cellules myélocytaires, ce sont les cellules les plus matures de la lignée myéloïde. Donc ça, c'est myélocyte, métamyélo, promyélo, métamyélo, myélo. Donc ça, ces cellules, s'il y a passage de ces cellules au niveau périphérique, on parle de myélémie. On parle de myélémie. Donc ça, également, c'est un signe de régénération. On le voit ici. Donc, ça, je voulais vous regrouper les différents signes de régénération au niveau du frottis pour les retenir. Les signes de régénération au niveau du frottis, c'est la polychromatophilie, l'érythroblastose, la myélémie et bien sûr la macrocytose. Macrocytose parce que la cellule n'arrive pas, donc la division, elle se fait pas complètement, donc les cellules restent plus grandes. Donc, il n'y a pas une autre division. C'est tellement rapide qu'il y a passage au niveau périphérique, donc il y a une macrocytose. C'est bon pour les globules rouges. Les signes de régénération, on va parler des plaquettes. Les plaquettes, c'est des fragments des mégacaryocytes. Donc, pour apprécier, ce qu'il faut retenir, c'est des petits fragments bleus. Ils ont une taille. Pour apprécier les plaquettes, on va les retrouver regroupées en amas. Si on a un amas de 5, c'est une croix. Si on a un amas de 10, plusieurs amas de 10 plaquettes sur un amas, par exemple, si on a plus d'un amas de 10 plaquettes au niveau de l'amas, on parle de croix. Si on a plus de 15, on parle de 3 croix et plus. Une croix, ça signifie, ça reflète 50 000 de plaquettes. 2 croix, ça reflète 100 000 de plaquettes. 3 croix, ça reflète 150 000 de plaquettes. J'espère que vous m'avez compris. Donc voilà. Il faut apprécier également la taille des plaquettes. Il y a des macrothrombocytes. Ce qu'il faut également retenir au niveau des plaquettes. Donc pour avoir ces amas, il ne faut pas prélever au niveau du sang coagulé avec anticoagulant. Donc, il y a l'anticoagulant, donc les plaquettes vont se disperser. Il n'y a pas de formation de plaquettes. Donc, pour apprécier la richesse en plaquettes, il faut pratiquer un frottis sanguin au doigt. Il faut pratiquer au bout du doigt. Donc, la goutte du sang au niveau du bout du doigt et on va l'étaler directement. C'est pas à partir du tube, à partir on va mesurer par exemple la glycémie. On pique donc à l'aiguille fine le doigt et on va déposer la goutte du sang sur la lame et on va étaler. On va avoir ces amas. D'accord? Si on a amas de 5, une croix, amas de 10, 2 croix, amas de 15, c'est 3 croix. Et on va apprécier la taille. Pourquoi on va apprécier la taille?
Parce que parfois, on a une thrombopine, parce que l'automate, comment il va calculer les plaquettes? Il y a un tube et dans le tube, il va... Donc, parfois, ils vont passer les plaquettes. Donc, parfois, les plaquettes, ils vont pas être comptées comme des plaquettes parce qu'ils sont de grande taille. Ils vont pas passer au niveau du tube des plaquettes. Donc, elle va donner une fausse thrombopénie. Donc, si on fait la formule, on va trouver une thrombopénie à 60 000. Si on pratique un frottis sanguin au doigt, je dis bien au doigt, sans anticoagulant, on va trouver des amas de 15 avec des plaquettes de grande taille. Donc, c'est une fausse thrombopénie. Donc, devant toute thrombopénie au niveau de l'hémogramme, elle doit être confirmée par un frottis sanguin au doigt. Ça à retenir. D'accord? Afin d'apprécier la richesse et d'éliminer les fausses thrombopénies. Les anomalies de plaquettes, il y a des plaquettes de grande taille, le satellisme, ça c'est pas de... Ensuite, on a les polynucléaires neutrophiles. Neutrophiles, c'est-à-dire les grains sont neutres. Et ce qui est caractéristique des polynucléaires neutrophiles, qu'ils ont plusieurs segments. C'est entre 3, 2 à 4 à 5 segments. Normal, c'est la formule, elle est 3 segments. Si on a des polynucléaires qui ont plus de 5 segments, donc on a des polynucléaires à 6, 7, 8 segments, ça reflète une carence en facteurs antipernicieux. On va voir c'est quoi les carences en facteurs antipernicieux. Il faut retenir ça. Si on fait un frottis, on trouve des polynucléaires qui sont hyper segmentés, c'est-à-dire la formule d'Arnett qui est déviée vers la droite, donc il y a plus de 5 lobes. Ça, c'est la formule d'Arnett. La formule d'Arnett normale, elle se situe comme ça. Donc, le formule normale, le pic, il est au niveau du 3 lobes. Si on a plus de globules blancs, plus de 5 lobes, donc la formule, elle va se diviser. Donc, on aura un pic vers le 5-6 lobes. Donc, ça signifie, c'est un signe indirect, c'est pas signe direct, d'une carence en FAB, en vitamine B9 ou en vitamine B12. Comme la microcytose, c'est un signe indirect de l'anémie fériprive. Comme la macrocytose, c'est un signe indirect de la carence en facteurs antipernicieux. Donc voilà, c'est des signes indirects. C'est pour ça qu'il faut, pour poser un diagnostic, il faut le maximum d'arguments. Le maximum d'arguments pour orienter votre... En médecine, il faut avoir le maximum d'informations, surtout en physiologie, en physiopathologie, afin de guider votre raisonnement. D'accord? Il y a des signes directs, il y a des signes indirects. On rassemble le tout pour asseoir un diagnostic. D'accord? On revient à nos polynucléaires neutrophiles. Donc, quand ils sont polysegmentés, ça signe les anémies antipernicieux par carence en FAB. Et s'ils sont hyposegmentés, ça signe moins de 2 lobes. C'est les infections, on retrouve ça dans les infections, ou bien les cellules jeunes, donc les métamyélocytes, etc. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut dire sur... donc voilà les polynucléaires hypersegmentés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lobes. Là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8 lobes. Et là, c'est hyposegmenté. Donc voilà, on retrouve ça soit dans les carences en FAB quand c'est hypersegmenté, hyposegmenté. D'accord? Ça, c'est pour vous. C'est pas ce qu'il faut, je reviens sur ça, ce qu'il faut retenir pour ne pas, je sais que c'est long, mais je voulais m'attarder donc pour bien expliquer les choses parce que c'est la base. Les polynucléaires eosinophiles, qui dit eosinophile, dit que les grains sont rouges et les de lobes. Basophiles, les grains sont noirâtres ou basophiles. Donc, les monocytes, c'est des cellules, c'est les plus grandes cellules. C'est des cellules de grande taille, avec un noyau qui est boursouflé, avec des vacuoles. Les lymphocytes, donc on a des lymphocytes de petite taille, il y a des lymphocytes de taille intermédiaire et de grande taille. Parfois, on a des lymphocytes granulaires. Donc ça, c'est important on les pour les variétés. Ensuite, au final, là, c'est un frottis qui montre des globules rouges, des plaquettes, des polynucléaires neutrophiles, voilà. Ça, ce qui est en rouge, c'est polynucléaires basophiles. Ça, ce qui est en noir, c'est les polynucléaires basophiles. Ça, ce qui est mononucléé,
il est mononucléé. Donc, on a dit que c'est des petites cellules ou bien de taille intermédiaire, mononucléées. Donc, avec une chromatine, donc c'est les lymphocytes. Et il y a les grandes cellules avec un noyau qui est boursouflé, c'est les monocytes. Quand on interprète, on rédige les résultats d'un frottis. Qu'est-ce qu'on met? Globules rouges. On voit la taille. Est-ce qu'ils sont de taille normale ou bien non? S'ils sont de taille normale, on met normocytose. S'ils sont de taille anormale, on dit anisocytose. Il y a une différence de taille, soit macrocytose, soit microcytose. Normochromie, on va dire que la coloration, elle est normale. Donc, c'est une forme circulaire avec une petite dépression centrale. Donc, la coloration est normale. Mais quand on a cet aspect, je vais revenir sur ça. Donc, on a cet aspect, donc c'est vide vraiment, c'est des annulocytes comme un anneau, c'est une hypochromie. Donc ça, on analyse bien les globules rouges. Si on a des polychromatophiles, on met un polychromatophile. Plaquettes, on met une croix, deux croix ou bien trois croix. Donc ça signifie 50 000, 100 000 ou 150 000. Donc une croix 5 amas, amas de 5, amas de 10 et amas de 15, 3 croix. Ou bien on peut rajouter macrothrombocytes ou bien. Le globule blanc, donc l'équilibre, vous pouvez trouver dans les cas cliniques ou bien un examen qui est rédigé par un hématologue, parfois on s'oublie. Donc on met des valeurs entre parenthèses parce qu'on peut faire un calcul et un pourcentage à partir d'un frottis sanguin et faire un équilibre et le comparer avec l'hémogramme. D'accord? Donc voilà, sur 100, on calcule, on met par exemple sur ce frottis, je clique sur PN une fois, sur PN deux fois, sur eosinophile une fois, sur basophile une fois, lymphocyte une fois, monocyte. Une fois j'arrive à 100%, le compte va s'arrêter et je vais voir les polynucléaires vont représenter par exemple, donc je vais mettre 60 de 1, 2, 10 par exemple et 15. Donc 60 c'est 60% de polynucléaire. La première valeur c'est polynucléaire neutrophile. Deuxième valeur c'est polynucléaire eosinophile. Troisième c'est basophile. Quatrième c'est lymphocyte et le cinquième c'est monocyte. C'est les valeurs en pourcentage. Donc il ne faut pas les interpréter en pourcentage. Donc il faut les convertir en valeur absolue et faire le compte. Donc voilà le frottis sanguin, les différents éléments figurés du sang. Donc vous avez ces planches, vous pouvez les regarder. Donc myélémie, on revient sur la myélémie. Donc c'est le passage de cellules jeunes au niveau périphérique. Au niveau périphérique, c'est le passage des éléments jeunes au niveau périphérique. On parle de myélémie, ça signe qu'il y a une régénération très importante de la moelle. Donc je reviens également sur ça, quels sont les signes de régénération? C'est la polychromatophilie, c'est les macrocytoses, polychromatophilie, macrocytose. Il y a l'amyélémie et il y a les rétroblastoses. Les plus importants, c'est la polychromatophilie, c'est la myélémie et les rétroblastoses. Vous pouvez rajouter, si on vous demande 4, la macrocytose. D'accord? Donc ça, c'est les signes de régénération au niveau du frottis sanguin. On va voir pourquoi il y a une myélémie dans la LMC. Quand on aborde la LMC et on va voir la mécanisme physiopathologique, vous allez comprendre pourquoi il y a une myélémie dans la LMC. Donc c'est le passage, ce qu'il faut comprendre, la myélémie, c'est le passage de cellules jeunes, plus ou moins matures, jeunes au niveau périphérique. Les cellules jeunes, on a dit qu'il y a les cellules les plus jeunes, immatures, donc ça c'est à ce stade. Et il y a les cellules qui vont subir. Donc les précurseurs, il y a une différenciation, il y a une maturation. Donc ça c'est les cellules les plus immatures et ça c'est les cellules matures. Entre les deux, il y a des cellules de maturation intermédiaire. Donc ça c'est pour faire la différence. Les différents stades de maturation. Quand il y a un passage de ces cellules, de plus ou moins donc immature, donc c'est une myélémie. D'accord? Le blast, c'est quoi les blastes? Les blastes, c'est des cellules immatures. C'est des cellules immatures. C'est vraiment un blocage immature, un stade très avancé. D'accord? D'accord? C'est un stade très, on les retrouve au niveau, donc c'est essentiellement au niveau de la moelle et au niveau périphérique. Donc c'est des blastes, c'est le passage, présence de cellules immatures. Définition des blastes, c'est des cellules très jeunes, immatures, que ce soit lymphoïdes ou bien myéloïdes.
Donc voilà quelques termes qui sont très importants à connaître. Donc les autres moyens d'exploration, on a le myélogramme et la ponction biopsie osseuse. Le myélogramme, ça permet l'analyse de la moelle quand on suspecte qu'il y a un problème central. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a dit que le siège de l'hématopoïèse, c'est chez l'adulte, bien sûr, chez l'adulte, chez l'enfant, on a dit on peut tous les os. Chez l'adulte, c'est les os plats. Donc, le siège, c'est au niveau de la crête iliaque, l'épiniliaque postéro-supérieur, ou bien au niveau du sternum. On a besoin d'un trocar, l'asepsie, on nettoie bien l'épiniliaque, on peut la faire en postérieur comme on peut la faire au niveau iliaque, et au niveau du sternum, au niveau antérieur seulement. Donc voilà, on nettoie avec la bétadine antiseptique, on introduit notre trocar après une anesthésie locale, ensuite on aspire à l'aiguille. Donc, à l'aiguille, on aspire du suc médulaire. Suc médulaire. On va l'étaler sur des lames comme un frottis. D'accord? Et il va permettre une étude cytologique de la moelle osseuse. On va étudier. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ces cellules. On va voir les cellules de la moelle qui sont là. On va voir les différentes cellules. On va pas analyser la moelle, le tissu de la moelle, etc. Mais là, on va analyser les cellules de la moelle. D'accord? Donc, elle permet une étude cytologique. Quelles sont les indications de la moelle? C'est une question très importante, il faut la retenir. Les indications de la moelle, c'est soit bicytopénie. Oui, j'ai oublié de vous dire, pardon. Quand il y a une cytopénie, donc il y a une anémie, une thrombopénie, leucopénie. Quand il y a deux cytopénies, c'est bicytopénie. Il y a deux. S'il y a les trois lignées, les trois groupes sont diminués. Donc c'est une pancytopénie. D'accord? Donc les indications de la moelle, c'est soit une bicytopénie, diminution de soit anémie et leucopénie, soit anémie et thrombopénie, thrombopénie et leucopénie, soit pancytopénie, la diminution des trois, soit une leucopénie avec une neutropénie, soit une thrombopénie. Donc ça, c'est 4 indications. Les anémies normocytaires, c'est pour ça c'est très important les indices érythrocytaires. Anémie normocytaire, normochrome, arégénérative d'origine centrale. Et les anémies macrocytaires, normochrome, arégénérative. Ce deux indications. Donc les anémies microcytaires hypochromes ne sont pas indiquées et les anémies régénératives, la moelle n'est pas indiquée. D'accord? Les immunoglobulines monoclonales sériques ou urinaires pour détecter une dysglobulinémie quand il y a un pic monoclonal au niveau du plasma, au niveau sérique. Donc, on doit faire la moelle. On va voir dans le myélomultiple maladie de Waldenström pourquoi indication de moelle, parce qu'il y a des critères diagnostiques pour poser le diagnostic de myélome. D'accord? Ou bien maladie de Waldenström. Présence de cellules anormales au niveau du frottis. Quelles sont les cellules anormales? C'est les blastes. Quand il y a des cellules anormales, on suspecte qu'il y a des blastes. Donc, ça signe qu'il y a une leucémie. Donc, on doit analyser la moelle. Donc, les indications de la moelle, c'est bicytopénie, pancytopénie, leucopénie, thrombopénie. D'accord? L'anémie, on a les indices. Donc, on peut on peut ne pas faire la moelle, on peut ne pas, c'est pas devant toute anémie, on doit faire la moelle. Donc, devant une anémie normocytaire, normochrome, arégénérative, ou bien anémie macrocytaire, normochrome, arégénérative, qu'on va faire la moelle. S'il y a un pic monoclonal ou présence de cellules anormales. Ça, c'est à retenir. Donc, elle permet donc l'étude cytologique de la moelle et elle permet les autres investigations. L'immunophénotype, c'est l'étude des antigènes des cellules, l'identité de chaque cellule, le karyotype, l'étude cytogénétique et myéloculture pour, par exemple, on suspecte tuberculose des organes hématopoïétiques. On fait la moelle et on envoie en milieu de Lowenstein pour rechercher la tuberculose. D'accord? Donc, ou bien une septicémie, etc. On peut faire des cultures sur la moelle. Biopsie osseuse, ça c'est médulogramme, ponction médulaire, la ponction médulaire. On va retirer du suc médulaire pour analyse cytologique. Pour l'analyse histologique, c'est-à-dire on doit prélever un tissu
Et le tissu, on doit faire une biopsie ostéomédulaire. C'est un autre trocar plus long, plus large. Donc, le site, c'est la crête iliaque. On peut pas faire une biopsie au niveau du sternum. Donc, c'est au niveau de la crête iliaque antérieure ou bien postérieure. On désinfecte. Ensuite, l'anesthésie locale. On introduit notre trocar. Ensuite, on va calculer, donc si vous voulez un jour passer au niveau du laboratoire et voir comment on fait au niveau de l'hôpital du jour pour voir comment on fait une ponction de moelle, ponction biopsie, il n'y a pas de problème. Donc là, on fait le geste de va-et-vient et on casse et on va retirer un fragment d'os de la moelle osseuse. Ce fragment, c'est de la moelle osseuse. Donc, c'est la PBO, donc ponction biopsie osseuse. On va la mettre dans du formal. On peut faire des appositions pour l'étude histologique. On va la mettre au niveau du formal et on va l'envoyer au laboratoire d'anatomopathologie pour l'analyse histologique. Sur ça, il va analyser les cellules sanguines, les éléments qu'on a vus au niveau de la cytologie. Et il va également voir le micro-environnement. Il va voir le stroma médulaire. Est-ce qu'il y a de la fibrose? Est-ce qu'il n'y a pas de la fibrose? Etc. Donc, il aura une vue sur l'ensemble de tissu médulaire. Donc, voilà quelles sont les indications de la PBU. Quand on fait une moelle, on aspire et elle est diluée. Donc, il n'y a pas des éléments au niveau de la moelle. Donc, c'est dilué. Il n'y a que du sang. Donc, parfois, ça nous arrive, on fait la moelle, on fait la ponction de la moelle et c'est dilué. Donc, il n'y a pas des éléments. Donc, quand on analyse, on n'a pas ces éléments, on n'a que des globules rouges. Donc, c'est pauvre. C'est un prélèvement qui est pauvre. Donc, on fait la première, deuxième, elle est diluée. Donc, on doit faire une PBU pour analyse histologique. Soit c'est vraiment pauvre, soit on a raté le geste. En cas d'aspiration infructueuse, parfois on fait le geste de la ponction de moelle et quand on aspire, on retire rien. Donc, en cas d'aspiration infructueuse ou sèche, on doit faire PBU. Et dans le bilan d'extension des lymphomes, parce qu'on doit analyser l'ensemble des tissus. Et il y a des cellules qui vont pas être visualisées au niveau du microscope optique, au niveau de la cytologie. Donc, il faut une étude histologique. Il va permettre de faire l'étude immunohistochimique. Donc, les indications en cas de moelle pauvre, en cas d'aspiration infructueuse, ou bien un bilan d'extension des lymphomes. Donc voilà, on a fait le tour donc de l'hématimétrie, l'hématopoïèse. On a fait une introduction de l'hématologie. Je sais que c'est trop long, mais c'est très important. Je me suis attardé j'ai mis beaucoup de temps sur l'introduction, sur la base parce que c'est la base. C'est très important de connaître les bases fondamentales. Comme ça, vous allez suivre très facilement les autres cours. On va faire rapidement les autres cours, on va faire des définitions, physiopatrie est très importante, ensuite la clinique, la biologie, le traitement c'est très facile. Même faire la différence par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous n'arrivez pas à faire la différence entre leucémie et lymphome et je sais, c'est facile. Donc, je sais que c'est pas quand vous lisez, là, on a la moelle. Si on a dit quand la maladie vient ou provient, l'origine de la cellule, parce que le plus important, ce qu'il faut comprendre dans les pathologies hématologiques, c'est l'origine de la cellule. C'est l'origine de la cellule. Si l'origine de la pathologie, c'est au niveau de médulaire, on parle de leucémie. Soit elle touche les cellules immatures, donc il y a un blocage de maturation là, s'il y a un blocage, je dis bien un blocage de maturation, donc il y a une mutation, donc soit là, soit là, soit là, donc il y a une mutation, donc il y a un dérèglement. Donc ces cellules, elles vont pas donc il n'y a pas une maturation normale, donc il y a un blocage là. Donc, automatiquement, la prolifération, elle va se poursuivre. Donc, il y a une prolifération, mais il y a un blocage de maturation. Il y a une prolifération, c'est-à-dire la division se poursuit, mais la maturation, elle s'arrête là. Donc, c'est immature. Donc, il y a un blocage qui est immature. Donc, ça, c'est les leucémies aiguës. C'est les leucémies aiguës. Donc,
Et ça dépend. Si ça touche les lignées myéloïdes, donc si ça touche cette branche, donc on parle des leucémies aiguës myéloïdes. Si ça touche cette branche, on parle de leucémie aiguë lymphoïde. C'est pour lymphoblastique. Donc c'est pour ça faire la part des choses entre la lignée myéloïde et la lignée lymphoïde. Ensuite, j'ai vu, je sais que vous avez dans la LAM, la classification FAB M1, M2, M3, etc. Donc s'il y a un blocage très précoce, donc c'est une M0. S'il y a un blocage avec une maturation plus ou moins, une différenciation, donc c'est une M1. S'il y a il y a un blocage, mais il y a quelques cellules qui s'échappent à cette mutation. Donc il y a une maturation, il y a quelques polynucléaires qui sont produits. Donc il y a une maturation. Donc c'était M2. S'il y a un blocage au niveau des premiers lots, donc c'est une M3. S'il y a un blocage au niveau des monoblastes et des myéloblastes, c'est une M4, M5. S'il y a un blocage au niveau des érythroblastes, c'est une M6. S'il y a un blocage au niveau de mégacaryocytaires, la lignée mégacaryocytaire, s'il y a un blocage là, c'est une M7. S'il y a un blocage au niveau des T, c'est une LAN-T. C'est un blocage au niveau des B, c'est une LAN-B. Donc ça, c'est les leucémies aiguës. S'il y a, par exemple, ensuite on a les leucémies chroniques. Je vous donne des exemples pour bien comprendre, pour voir l'intérêt de bien connaître la base. Parce que vous n'êtes pas tenu à retenir tout ça, ce qu'il faut. Donc, ce qu'il faut sur cette présentation, ce qu'il faut, c'est avoir une idée générale et comprendre les bases physiologiques. Voilà. Donc, par exemple, je vous donne un autre exemple pour les leucémies. Donc, leucémie aiguë, quand il y a un blocage, et il y a un blocage avec une prolifération à un stade immature. D'accord? Quand il y a un blocage au niveau des cellules matures, mais au niveau de la moelle, donc dans ces cellules, il y a par exemple là, il y a des lymphocytes au niveau de la moelle, mais il y a une prolifération. Il y a une anomalie, mais au niveau des cellules matures. Donc il y a une prolifération des lymphocytes qui sont anormales. D'accord? C'est une leucémie lymphoïde chronique. D'accord? Et ces cellules, elles vont quitter la moelle et se nicher au niveau des organes hématopoïétiques secondaires qui sont ganglions et la rate, ils vont donner des adénopathies, ils vont donner de la splénomie, etc. Pour la LMC, la leucémie myéloïde chronique, c'est une hyperplasie, donc il y a une anomalie au niveau je sais que vous connaissez, c'est le BCR-ABL, c'est le Philadelphie. Donc, il y a une mutation qui va donner une hyperplasie, donc une prolifération très importante de cette lignée. Donc, une augmentation de la prolifération. C'est une prolifération très importante de cette lignée, mais un stade qui est plus ou moins mature. Il y a le passage. D'accord? On aura une myélémie parce que la moelle, elle sera étouffée par les myélocytes. Et si on fait la moelle, c'est la plupart, c'est des myélocytes. Il y a une hyperplasie. Donc, c'est une prolifération, mais à un stade qui est mature. Donc, c'est une LMC. Déjà, dans la LMC, il y a le problème arrive à ce stade, on parle de leucémie aiguë parce qu'elle a touché des cellules immatures. Donc ça, c'est pour faire la part des choses entre leucémie. Leucémie, c'est au niveau de la moelle. Si ça touche les cellules immatures avec un blocage de maturation, c'est leucémie aiguë. Si ça touche les cellules matures, plus ou moins matures, c'est leucémie chronique. Si on a dit que ces cellules, ils vont quitter la moelle et vont donc joindre le sang ensuite pour les lymphocytes, les ganglions. Si on a une anomalie au niveau, donc l'anomalie provient de ces ganglions, donc il y a un centre folliculaire, quand on arrive au lymphome, on va vous expliquer ça. Donc s'il y a un problème au niveau des ganglions, donc le problème de cellules, donc la cellule tumorale provient de ces ganglions ou bien les autres organes lymphoïdes, hein. Par exemple la rate, par exemple les tissus associés aux muqueuses, d'accord? Si ça provient de la cellule tumorale, le problème n'est pas au niveau médulaire, c'est au niveau des organes c'est-à-dire la cellule anormale provient des organes lymphoïdes. On parle des lymphomes. Que ce soit lymphome de Hodgkin, on va voir c'est quoi le lymphome de Hodgkin, ou bien le lymphome non Hodgkin. D'accord? Si
Donc, on a dit que les lymphocytes B vont subir une maturation et donner des plasmocytes. Ces plasmocytes, qu'est-ce qu'ils vont sécréter? Donc, ils vont sécréter des immunoglobulines. S'il y a une anomalie de ces plasmocytes et donner des pics monoclonaux, donc ils vont donner des immunoglobulines monoclonales. Donc, il y a une anomalie de plasmocytes. Ils vont donner des immunoglobulines qui ne sont pas fonctionnelles d'abord. Et parce qu'il y a une seule mutation, deux mutations, ils vont donner des immunoglobulines. Donc, on a vu qu'il y a des IgG, il y a des IgM, il y a des IgA, il y a différents types d'immunoglobulines. Vous avez vu ça en immunologie. Donc, si il y a une anomalie de plasmocytes, ces plasmocytes, ils sont anormaux, donc ils ne vont pas produire des IgG, IgM, ils vont produire une seule immunoglobuline. D'accord? Soit IgG, soit IgM, soit IgA. Donc, qui vont donner ce qu'on appelle le pic monoclonal. Quand on fait une électrophorèse, on va trouver un pic monoclonal. Il y a une seule immunoglobuline qui est sécrétée, c'est le pic monoclonal. Et ça, on le trouve dans le myélome multiple. Quand il y a un problème au niveau du plasma, il y a une cellule entre les lymphos et les plasmons qu'on appelle lymphoplasmocyte, qui est responsable de la synthèse des immunoglobulines IgM. C'est la maladie de Waldenström. Donc, c'est ça l'application à la clinique. Je vous ai fait donc brièvement un résumé sur les hémopathies malignes. Donc voilà, pour bien comprendre, donc c'est très important de connaître ce schéma et de l'avoir en tête pour comprendre les autres cours. Mais ce qu'il faut retenir dans ce cours d'hématimétrie, ce qui est important, c'est les valeurs normales des globules blancs, des plaquettes, des globules rouges. Ce qu'il faut connaître, c'est qu'il y a trois groupes. Il y a globules rouges, plaquettes et globules blancs. Et il y a des valeurs normales des plaquettes, valeurs normales des globules rouges, valeurs normales des globules blancs. Globules blancs, on a les polynucléaires, éosinophiles, neutrophiles, basophiles, lymphocytes et monocytes. Et il faut interpréter les valeurs absolues. Pour définir une anémie, donc l'anémie, devant toute anémie, il faut pratiquer un taux de réticulocytes pour connaître l'origine centrale ou périphérique. Devant toute thrombopénie, on doit pratiquer un frottis sanguin au doigt afin d'apprécier la richesse et éliminer les fausses thrombopénies. Les signes de régénération au niveau du frottis, c'est la polychromatophilie, c'est la myélémie et c'est les rétroblastoses. C'est quoi myélémie? C'est le passage du cellules jeunes au niveau du frottis sanguin, au niveau du sang. Les rétroblastoses, c'est le passage des érythroblastes au niveau du sang, c'est ça. Et si vous rajoutez, on vous demande 4 signes de régénération du frottis, c'est la macrocytose. Qu'est-ce qu'il y a également? Donc, ça, c'est les valeurs normales. Les autres, la moelle, les indications. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir, hein, les valeurs normales, ce que je viens de dire. Et les indications, la moelle, c'est pour une étude, médulogramme, c'est pour étude cytologique. Les indications sont bicytopénie, pancytopénie, thrombopénie, leucopénie, anémie normocytaire normochrome A régénérative, anémie macrocytaire normochrome A régénérative, présence d'un pic monoclonal et présence de cellules anormales. Les cellules anormales, c'est quoi? Généralement, c'est les blastes, c'est les cellules immatures. C'est les cellules immatures qui reflètent qu'il y a probablement une leucémie. Donc, on doit compléter par un médulogramme pour analyse de la moelle. PBO, donc les indications, c'est pour retirer une carotte. Le siège, c'est au niveau de la crête iliaque. Bien sûr, c'est pour analyse histologique, indiqué en cas de moelle pauvre, faisant suspecter une aplasie médulaire. En cas d'aspiration infructueuse, parce que l'aplasie médulaire, c'est une moelle pauvre. Donc, quand on fait la PBO, si elle est vraiment pauvre, c'est une aplasie médulaire. Si elle n'est pas pauvre, donc on a raté notre geste. Voilà. Soit en cas d'aspiration infructueuse, soit bilan d'extension d'un lymphome, etc. J'ai rajouté ces deux dernières planches pour interpréter ces hémogrammes, pour vous montrer comment interpréter un hémogramme. Donc, si on a un hémogramme, on va commencer par ce premier hémogramme. Donc, on a les globules rouges, on a le VGM, volume globulaire moyen, CCMH, c'est concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, hématocrite, hémoglobine, plaquettes, globules blancs,
polynucléaire neutrophile lymphocyte. Comment on va interpréter? Il faut être méthodique. Donc on commence globule blanc. Globule blanc 2300. Donc il est inférieur. Le valeur normale c'est entre 4000 et 10 000. Donc je mets une feuille, je commence globule blanc, taux inférieur à 4000. Donc, c'est une leucopénie. Je vais interpréter les autres valeurs. Ils sont en valeur absolue. Ils ne sont pas en pourcentage. S'ils étaient en pourcentage, on doit faire la conversion. Donc, 7750, il est inférieur à 1500. Donc, c'est une neutropénie. Leuconeutropénie. Avec lymphocytes entre 1000 et 4000 sont normales, donc avec taux de lymphocyte normal. Il faut mettre leucopénie avec neutropénie et taux de lymphocyte qui est normal. Ensuite, on a les plaquettes. Les plaquettes, vous pouvez pas commencer par les mains, il n'y a pas de problème. Moi, je commence globule blanc. Plaquettes, donc 88 000, c'est inférieur à 150 000. Donc, c'est une thrombopénie. Donc, leucopénie, thrombopénie, troisième tiré. Donc, on a une hémoglobine inférieure. Je vois rapidement globule rouge qui est bas, hématocrite qui est bas. Donc, c'est une anémie qui est vraie. Donc, c'est pas fausse anémie. Donc, il y a globule rouge, hématocrite et hémoglobine qui ont suivi. Donc, il y a diminution des trois. Donc, on a une anémie. Donc, hémoglobine inférieure à 13. Je sais pas si c'est un homme ou un. De toute façon, il est inférieur à 13, inférieur à 12 et inférieur même à 10,5. Donc, c'est une anémie. Et l'anémie, elle est définie par taux d'hémoglobine inférieur à 13 chez l'homme, 12 chez la femme et 10,5 chez la femme enceinte. Donc, je mets anémie. Devant toute anémie, je dois interpréter les indices érythrocytaires. Si on ne vous a pas donné ces VGM et ces CMH, on doit les calculer. Donc, voilà, on a les deux formules. On a les formules des indices érythrocytaires, il faut les connaître pour calculer les indices érythrocytaires. Donc, VGM, c'est l'hématocrite sur le globule rouge fois 10. CCMH, c'est l'hémoglobine sur l'hématocrite fois 100. Ça, c'est les plus importants. TCMH, c'est hémoglobine globule rouge, sur globule rouge fois 10 en picogrammes. Donc, voilà. 90,7 femtolitres, donc c'est un taux qui est entre 80 et 100, c'est un taux qui est normal. CCMH à 33,7, il est supérieur à 32, donc il est normal. Donc, c'est une leucopénie avec neutropénie, taux de lymphocyte qui est normal. Un taux de plaquettes qui est bas, donc c'est une thrombopénie. Anémie normocytaire normogramme. Donc, c'est une pancytopénie. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, il faut faire taux de réticulocyte pour voir l'anémie. Et là, qu'est-ce qui est indiqué? Parce que c'est une pensée. Et je mets pancytopénie parce que elle est note. On doit la note. Vous devez mettre pancytopénie. Vous serez noté sur pancytopénie également. Donc, pancytopénie, indication d'un médulogramme. Vous avez vu, donc c'est simple. On passe deuxième hémogramme, donc taux de globules blancs supérieur à 10 000, donc c'est une hyperleucocytose. Taux de plaquettes 50 000, donc inférieur à 150 000, c'est une thrombopénie. Donc, hémoglobine inférieure à 2 ou 13, etc. Donc c'est une anémie. Anémie qui est normocytaire, normogramme, avec hyperleucocytose et une thrombopénie. D'accord? C'est une bicytopénie avec hyperleucocytose. Il n'y a pas d'équilibre, donc je n'interprète pas. Donc, je ne vais pas mettre l'équilibre leucocytaire parce qu'il ne figure pas. Troisième hémogramme, là, on a une anémie qui est normocytaire, normogramme, taux de globules blancs, il est normal, taux de plaquettes, il est normal. On vous demande qu'est-ce qu'on doit faire devant cet hémogramme, donc frottis sanguin et taux de réticulocyte. C'est réticulocyte, il est arrégénératif, on complète par un médulogramme parce qu'indication d'une anémie normocytaire, normogramme arrégénératif. Très bien, donc ça, et il faut faire gaffe. On a parlé de l'anémie, on n'a pas parlé d'autre chose. On a oublié de le mentionner. Donc, globule rouge supérieur à 6 millions. Hématocrite supérieur à 54. Hémoglobine supérieure à 16,5. Donc, c'est une polyglobulie. La polyglobulie vraie, c'est une augmentation de l'hémoglobine, de l'hématocrite et de globule rouge. En même temps, les trois sont augmentés. Donc, c'est une polyglobulie vraie. Donc, il faut qu'il y ait une augmentation de l'hémoglobine et de l'hématocrite et des globules rouges. Donc, si j'interprète cet hémogramme, je dis c'est une polyglobulie
avec taux de plaquettes qui est normal et taux de globules blancs et un équilibre qui est normal. D'accord? Donc la polyglobulie, comme j'argumente, il y a une augmentation de l'hémoglobine, de l'hématocrite et des globules rouges. Si je passe à cet hémogramme, on a augmentation des globules rouges. Mais si je vois l'hématocrite, il est normal ou il est légèrement abaissé. Donc, il y a un globule rouge qui est élevé, hématocrite qui est bas, et on a un hémoglobine qui est basse. Donc, c'est une anémie. Elle est microcytaire non monochrome, inférieure à 80. Taux de plaquettes normales, vous allez mettre globule blanc normal, plaquette normale, anémie microcytaire hypochrome. Mais qu'est-ce qu'on constate? Une augmentation isolée des globules rouges. Quand il y a une augmentation isolée des globules rouges, c'est une pseudo-polyglobulie. Ce n'est pas une polyglobulie vraie, c'est une pseudo-polyglobulie. D'accord? Parce qu'il y a une microcytose, c'est pour ça. Voilà, c'est une pseudo-polyglobulie microcytaire. Et la pseudo-polyglobulie microcytaire, elle est pratiquement pathognomonique de la bêta-thalassémie hétérozygote. On va revoir ça dans la bêta-thalassémie hétérozygote. Si on vous donne cet hémogramme et on vous dit qu'est-ce que vous remarquez, vous allez mettre globule blanc normal, plaquette normale, anémie microcytaire hémogramme avec une pseudo-polyglobulie microcytaire. Donc la pseudo-polyglobulie, c'est élévation isolée des globules rouges. C'est pas l'hématome, c'est pas une polyglobulie vraie, c'est une pseudo-polyglobulie. Et il y a une microcytose, donc ça c'est une bêta-thalassémie hétérozygote, c'est l'électrophorèse d'hémoglobine qui va permettre de poser le diagnostic, un taux d'hémoglobine A2 supérieur à 3,3. On va revoir ça dans la bêta-thalassémie. Ça, c'est un hémoglobine qui est normal, globule blanc normal, une thrombopénie isolée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Une thrombopénie isolée. On doit compléter par quoi? Un frottis sanguin au doigt, afin d'éliminer, apprécier la richesse et éliminer les fausses thrombopénies. Donc, en conclusion, l'hémogramme, c'est un examen clinique qui permet l'étude quantitative des éléments figurés du sang. Le frottis, il permet l'étude qualitative. Il faut toujours demander d'autres éthiques devant une anémie. Devant une thrombopénie, il faut compléter par un frottis sanguin au doigt. Le médillogramme, il permet l'étude cytologique de la moelle. Ponction biopsie osseuse, c'est l'étude histologique de la moelle. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite donc Sahaf Tolkom, Saharam Dalkom, et à la prochaine présentation. Merci.